Bonjour à tous et bienvenue. Plus qu'un événement sportif, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 est un véritable défi pour notre pays. Mais quelles pourraient être les retombées pour la Côte d'Ivoire de cette CAN 2023 ? Des réponses dans ce numéro de Ça fait l'actualité. Pour avoir plus d'informations, je vous propose de suivre attentivement ce reportage de Sédou Ouattara. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024, 34e du nom. Sa réussite et son organisation représentent pour le pays un défi dont les retombées pourraient être perceptibles à bien des niveaux. Du fait de son histoire, la Côte d'Ivoire demeure une grande nation du football continental. Toutefois, ses récentes non-qualifications au dernier carré de la CAN depuis l'édition 2015 nous oblige à conclure que, footballistiquement, le pays traverse une phase difficile. La nouvelle génération peine à se montrer à la hauteur de l'héritage transmis par ses Ulysses prédécesseurs. Entre les problèmes extra-sportifs et des joueurs constamment pointés du doigt pour les faibles investissements, l'image de la sélection s'est progressivement détériorée, entraînant l'estompage de l'engouement populaire. 92e minute de jeu, il va faire quoi? Dans un tel contexte, on peut difficilement rêver mieux qu'une compétition internationale à domicile pour redresser la barre. Les retombées d'une telle aventure, pour peu qu'elle se soit bien déroulée, sont gagnantes pour une nation. Parmi les indicateurs de cette réussite, l'aspect économique figure en tête de liste. La culture et les nombreux trésors naturels seront mis en avant. L'activité touristique, qui représente pour l'État un axe de développement du pays, devrait enregistrer un progrès considérable. Raison pour laquelle le ministre du Tourisme, au travers du développement de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, il s'agit d'une chance dans la mesure où cela va non seulement permettre à un secteur en plein essor de renforcer son attractivité, mais aussi de créer de nombreux emplois. Pour autant, au-delà de l'objectif de succès poursuivi actuellement, il convient aussi de songer aux retombées économiques de cette grande fête du football africain, au regard surtout des investissements colossaux qu'elle va engendrer, surtout au niveau de la construction des stades. Tout cela pour dire qu'en accueillant cette édition de la CAN, dont les enjeux sont multiples, la Côte d'Ivoire a l'occasion de marquer un grand coup dans les esprits. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La phase finale de cette édition se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Dans 5 villes, Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Mais au-delà de l'événement sportif et du prestige pour notre pays, qu'est-ce que cette CAN apportera aux Ivoiriens? Quel sera l'héritage matériel et immatériel de la CAN 2023? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Konaté Yacouba, professeur de philosophie et critique d'art, conseiller technique du président du COCAN. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour madame. Avec nous aussi, M. Youssouf Diarra, chef de département polyvalent au COCAN. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, comment vous allez? Ça va bien, merci. Alors pour l'organisation de la compétition, le gouvernement ivoirien a mis en place un comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le COCAN. Comment est organisée votre institution et quelle est finalement votre marge de manœuvre? Merci beaucoup Fatim. Le COCAN, comité d'organisation de la CAN, est placé sous l'autorité du Premier ministre et par délégation de la Fédération ivoirienne de football est en charge de l'organisation concrète de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans plusieurs compartiments. Le compartiment concernant le suivi des infrastructures, la mise en place des équipes chefs de projet, chargés de mission, assistants, pour pouvoir participer à l'organisation de la compétition en termes d'accueil, compétition,
Haïti, accueil, transport, donc tous les métiers qui convergent à l'organisation de la compétition. Alors, mais quels sont finalement les enjeux autres que sportifs liés à l'organisation de la CAN? On le disait dans le reportage de Sédou Ouattara, l'aspect économique. Quels sont les enjeux autres que sportifs? Moi, je pense que les Ivoiriens auront remarqué que de nouvelles routes sont en construction et que même à Bouaké, à Yamoussoukro, il y a la Sotra. Il va avoir, et c'est pratiquement acquis, un relèvement du plateau technique des hôpitaux. Je pense que même la télévision, la RTI, va également acquérir du matériel. Il faut se dire que la CAN, c'est plusieurs ambulances. Chaque équipe a son ambulance, chaque arbitre a son ambulance. Ce n'est pas des ambulances qui vont retourner d'où elles sont venues. Donc, je pense qu'il y a eu de nouveaux aéroports qui sont en train d'être construits, sans parler des routes. Donc, je pense que le premier enjeu, c'est vraiment infrastructuré. Évidemment, on voit les stades, mais il ne faut pas oublier que pour accéder au stade, il nous faut des routes et le gouvernement a fait de gros efforts sur la moyenne durée qui vont permettre de hisser le niveau global de notre économie, notre attractivité. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de rendre une Côte d'Ivoire plus belle, plus attrayante. Oui, à cela aussi, je voulais ajouter, avec votre permission, que l'organisation de cette CAN n'est pas un épiphénomène, parce que le président de la République, de son avènement, a placé un certain nombre d'activités pour pouvoir repositionner la Côte d'Ivoire. Et les grandes activités sportives en font partie. Vous vous rappelez très bien que nous avons organisé en Côte d'Ivoire les Jeux de la francophonie, nous avons organisé l'afro-basket, nous avons organisé des compétitions en lien avec le taekwondo, et aujourd'hui c'est autour du football qui va venir comme couronner tout cet investissement que l'État ivoirien a fait pour replacer la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. C'est donc l'événement le plus grand au niveau du continent que la Côte d'Ivoire accueille. On ne pouvait pas avoir un meilleur couronnement que cela. Mais justement, la CAN, ce sont des hommes et des infrastructures. On va commencer avec les infrastructures. Où en est-on? Est-ce que certains nous disent que les signaux sont au vert, on va rendre tout ça dans les délais? C'est le cas? Je le dis tout net, tout est prêt aujourd'hui. La Confédération africaine de football l'a confirmé. Vous avez aujourd'hui, vous savez, quand on a une infrastructure comme un stade, c'est comme une maison. Voilà. Quand vous avez fini de faire les grosses œuvres, quand vous avez fini de faire l'habillement, il faut venir disposer les meubles. Il faut faire la décoration. C'est ce élément qui reste. Et il est fait à 2 mois, 3 mois de l'échéance finale. Voilà. Et donc, c'est ce qui sera fait dans les jours à venir. La pelouse, qui est l'élément principal au niveau des infrastructures, tout est nickel. Quand vous regardez les terrains d'entraînement, les 24 terrains d'entraînement, tout est bon. Les cités CAN, aujourd'hui, tout est prêt. Et c'est vraiment la première fois que dans cette organisation, un pays soit si prêt après les 6 mois de l'échéance de la compétition. Nous sommes prêts. Mais maintenant, les infrastructures, messieurs, ont souvent posé question dans les pays qui nous ont précédés dans l'organisation d'événements sportifs, peut-être pas que la CAN, parce qu'on pense à l'Afrique du Sud, Coupe du Monde, on pense à tous ces pays, des Jeux Olympiques, la France se prépare. Qu'est-ce qu'on en fait généralement, puisque ces stades n'ont pas vocation à être exploités par la suite? Vous avez pensé à l'avenir de ces infrastructures? Hélas, votre constat est juste. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est à 87% des infrastructures qui se retrouvent en situation de déliquescence souvent avancée. Je ne vais pas citer de pays, mais il suffit d'aller sur Internet pour voir l'état de... Bon. Bref, c'est un réel problème qui est lié au fait que les attentes de l'organisation, le cahier des charges le cahier des charges a des termes très très précis. Et une fois qu'on y a souscrit, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quel est le destin de toutes ces infrastructures? Je pense que pour les routes dont nous avons déjà parlé, il n'y a pas d'inquiétude. On a commencé à les utiliser. Les hôpitaux, ça sera pareil. Mais les stades, il y a une réflexion à mener. Et c'est cela que
le président du COCAN, le ministre Amicha, a organisé le séminaire qui a eu lieu à Bassam il y a 2 semaines, pour qu'on anticipe sur les problèmes, pour qu'on s'instruise de l'expérience des pays comme le Cameroun qui ont vécu mais récemment, oui. Mais aussi d'un pays comme le Maroc qui a l'habitude des grands événements, et pour voir quelles sont les structurations qui sont en place pour que ici on puisse s'en inspirer, et puis en cohérence avec les différents acteurs et les différentes autorités qui gèrent le foot en Côte d'Ivoire. On dit le foot, mais c'est au-delà du foot, les stades comptent. Mais tout à fait. Justement, quelles sont les pistes de réflexion sur l'avenir de ces stades ? Donc, ça va accueillir des grands concerts, des grands événements artistiques, culturels. Qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, bien entendu. Il faut savoir d'abord que les stades, les infrastructures sportives sont gérées par l'Office national du sport, qui est très outillant en la matière, qui a la compétence pour faire le travail. Et donc, ce que nous avons fait s'inscrit dans une démarche prospective. Dans une démarche prospective, dans ce sens que nous avions déjà réfléchi sous l'égide de notre président, le ministre Amicha, sur la mise en place d'une stratégie héritage que nous avons bâtie autour de 6 piliers. Je pourrais vous les citer au cours de l'émission, mais le plus important pour nous, c'est d'être dans cette démarche prospective qui va faciliter la planification et la programmation lorsque l'événement sera passé. Donc il s'agissait pour nous de réfléchir sur un modèle économique qui permettra, autre que les activités de football, d'associer diverses activités pour pouvoir lancer l'essor dans les régions. Et c'est cela l'attractivité du territoire qui est le 2e pilier de notre projet héritage. Parce qu'aujourd'hui, les territoires, avec toutes les infrastructures dont parlait le professeur, vont attirer bien entendu bien de personnes et bien d'activités sportives ou sociales après la CAN. Donc, comment mettre tout ça en intelligence pour que les stades ne restent pas abandonnés à eux-mêmes? Comment attirer de nouvelles activités? Comment mettre ensemble les intelligences pour qu'on arrive à une exploitation innovante et inclusive des stades? C'est à cela que nous avons réfléchi et nous avons eu beaucoup d'éléments, comme vous l'avez constaté au cours du séminaire, et ces éléments, peut-être qu'on en parlera. Tout à fait, je reviendrai dessus. Mais je vous le disais aussi, effectivement, la CAN, ce sont aussi des hommes. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur ce capital humain. Déjà, pouvez-vous nous dire combien de recrues pour cette CAN 2023 ? Est-ce qu'on sait ? Mais je pense que Diarra est mieux placé que moi pour répondre à cette question. Alors, oui, actuellement, vous avez un effectif qui tourne autour de 100. Mais nous allons monter au cours de la bascule suite à près de 480 personnes que nous allons recruter. À cela, il faut compter les volontaires qui vont être recrutés dans l'ordre de 6 000. Sans compter, ce sont les volontaires, Oumar Sako, s'il était là, on dirait mieux, les volontaires d'engagement. Mais on a les volontaires tels que les stadiers, les volontaires, les infirmiers. Donc, tout ce capital, donc on va se retrouver, les personnes qui sont engagées, qui ont un contrat près de 700. Les volontaires, près de 6 000. Quand vous dites volontaires, sont des bénévoles Oui, il y a le distinguo entre bénévoles et d'accord, c'est encore différent. Il faut pouvoir faire le distinguo entre ces 2 terminologies qui abordent divers champs. Oui. Donc, nous, il s'agit de volontaires. Donc, nous avons un programme qui est bien bâti, qui est assez articulé et qui a commencé son déploiement depuis le lancement il y a cela 2 semaines. Et nous sommes en train de monter en puissance en termes de mise en œuvre de ce programme. Donc, ce programme va nous permettre de recruter dans divers compartiments, comme je le disais d'entrée de jeu, parce qu'une compétition, il faut savoir qu'il y a plusieurs compartiments. Et ces compartiments ont besoin de main-d'œuvre, ont besoin d'intelligence pour être mis en œuvre. Et donc, les chefs de projet, quand vous prenez le service aux spectateurs, quand les personnes arrivent au stade, comment elles sont accueillies, comment elles sont orientées, comment elles s'asseyent, comment elles retrouvent les objets qu'elles auraient perdus. Oui. Donc, il y a toute une catégorie de volontaires qu'on appelle service aux spectateurs. Mais dès l'arrivée à l'aéroport, vous avez des personnes qui accueillent, qui orientent, vous avez des personnes qui transportent, vous avez des personnes qui sont à la billetterie, vous avez des personnes qui sont en aide aux journalistes qui arrivent, aux médias, qui sont une population cible. Ouais. Donc, vous avez autant de personnes... de corps de métier aussi. De corps de métier. Et là, je ne vais pas citer tout ce qui est IT. Oui. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le 21e siècle, on ne peut rien faire sans les IT. Oui. Donc, il y a toute une
catégories de personnes, il y a une segmentation du travail qui est faite de telle sorte qu'on a besoin d'un nombre. Mais c'est quoi vous êtes parti les chercher? Où sont des jeunes sans emploi? On les a formés comment? Où? Parce qu'après, on va s'intéresser à la suite pour eux. Ce n'est pas nécessairement des gens sans emploi, c'est des personnes qui donnent leur disponibilité, qui donnent leur savoir-faire à la reçue d'une organisation qui leur tient à cœur, qui les implique. C'est des hommes d'engagement. Donc tout le monde peut être volontaire. C'est-à-dire que moi, je peux décider d'être volontaire aussi. Il y a des critères. Il y a des critères à remplir. On doit jauger votre disponibilité et puis on doit juger aussi votre savoir-faire. Oui. Maintenant, à partir des prérequis, il y a des formations complémentaires qui vont être données. On doit savoir si vous êtes réellement disponible pour aller à San Pedro, évidemment, ou Korogo. Bon, bref. Oui. Mais a priori, il ne faut pas se dire que c'est la porte ouverte seulement aux personnes qui n'ont pas d'activité. On peut très bien avoir une fonction et puis dire je veux être de la partie et j'arrête pendant 40 jours pour le faire, je m'arrange pour le faire. C'est pour cela que la notion de volontaire est très noble. Oui, apprend tout son sens. Voilà, absolument. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Puisque vous parlez de l'expérience qu'on a eue avec les Jeux de la francophonie, je ne suis pas sûre que tous ceux qui ont pris part à l'organisation de cet événement soient encore recrutés pour le COCAN. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'en est-il de l'insertion professionnelle de ces jeunes volontaires ou contractuels qui vont vous aider? Comme disait le professeur, le modèle que le président Amicha a mis en place était un modèle innovant. Innovateur dans l'histoire de la CAN. Il faut le souligner. Oui. Il a fait recruter des jeunes Ivoiriens de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et du sport, oui. Des jeunes de l'ONS, l'organisation, l'Office national du sport, et des jeunes provenant de divers secteurs. De divers secteurs socio-économiques. Ces jeunes ont été formés dans les GESI, dans les grands événements sportifs internationaux, ont été formés dans les différents compartiments, comme je le citais tantôt. Et donc, ces jeunes, aujourd'hui, ont une compétence. Donc, quand la CAN va finir, certains vont retourner dans leur corps de métier, vont retourner dans leur poste. D'autres qui sont là, dans le cadre des contrats à durée déterminée, vont trouver d'autres points de chute. Oui. Mais ce qui est important, c'est de voir ce capital humain qui va constituer un vivier dont la Côte d'Ivoire aura en possession et qu'on pourra mettre à contribution à chaque fois que la Côte d'Ivoire aura un événement. Vous avez les infrastructures. À côté des infrastructures, aujourd'hui, vous avez un capital humain. Et ce capital humain, il reste pour acquis. C'est la Côte d'Ivoire qui l'a. Donc demain, après la CAN, si la Côte d'Ivoire doit organiser un événement, mais ça se fait tout de suite. Et ça, c'est une chance. Et c'est grâce au modèle que le COCAN Amicha a permis d'avoir aujourd'hui. C'est une innovation, je le souligne. Alors, en plus des enjeux sportifs qui ne nous concernent pas directement, je vais laisser ça à mes confrères du sport, mais il y a cette mobilisation, puisqu'au fond, les Ivoiriens sont tous impatients de voir leur équipe. Ne craignez-vous pas que si, sur le plan sportif, la Côte d'Ivoire est éliminée trop vite, très vite, que finalement, tout ce spectacle tombe à l'eau? C'est une crainte. En fait, c'est une crainte, mais on n'ose pas l'assumer. Ouais. On ne peut pas imaginer qu'on ne remporte pas cette coupe. Donc, on a du mal. Mais cela dit, le souci du président Amicha, c'est que, je dis n'importe quoi, s'il y a un match Lesotho-Burundi, il faut que le comité d'organisation se donne les moyens pour qu'il y ait quand même des spectateurs ce jour-là sur le terrain. Donc, il y a vraiment une stratégie qui est mise en place, qui d'ailleurs a à voir avec le slogan « La CAN de l'hospitalité », oui. Qui consiste globalement à commettre un certain nombre de quartiers, un certain nombre de communautés, à l'effet de soutenir de manière volontaire, oui. Et même du volontarisme, un certain nombre d'équipes pour ne pas que certaines équipes arrivent et puis se sentent orphelines. En même temps,
vu le fait que le Burkina est qualifié, le Mali est qualifié, le Sénégal est qualifié, je pense que d'une manière globale, on aura une grosse affluence qui va venir de tous ces pays. Et c'est pour cela que la question des volontaires qu'il posait est une question très, très réelle. Et en même temps, la qualification que ces jeunes sont en train d'acquérir. Parce que tout ce qui va se mettre en place, par exemple, pour la billetterie, c'est un savoir-faire qui va permettre non seulement à la Côte d'Ivoire d'avoir les personnes ressources pour conduire des événements, mais de très, très grands événements. Oui. Et à partir de cela, je pense que la réflexion que nous avons faite à Grand Bassam consiste d'ailleurs à suggérer, à recommander qu'ils se mettent en place, qu'on crée une structure en Côte d'Ivoire qui ne va pas seulement attendre que des événements arrivent, mais qui suscite aussi de très grands événements, non seulement de manière à utiliser les ressources humaines qu'on aura mises en place, mais aussi à utiliser toutes les infrastructures qu'on va mettre en place. Mais les très grands événements, ce n'est pas seulement des événements internationaux, c'est des événements qu'on peut créer avec la société civile, avec les associations qu'il y a dans nos différentes villes. Je reviens sur la mobilisation. Comment vous êtes organisé à ce titre pour être sûr que les stades soient pleins à chaque fois, même si on connaît l'amour des Ivoiriens pour le football? Le président Amicha a signé une convention avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour créer un engouement autour de la CAN au niveau des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Donc, si vous regardez bien la cartographie des différentes villes, vous allez vous apercevoir que dans chacune de ces villes, vous avez une université, vous avez une grande école. Donc, la convention porte aussi l'effet de pouvoir mobiliser les universitaires et les étudiants, le monde estudiantin, à pouvoir supporter les équipes qui vont venir et les universités environnantes. Quand vous prenez l'université Peleforo, bon, ce sera subdivisé au nombre d'équipes qui sera, de telle sorte que les étudiants viennent apporter leur concours pour supporter les équipes pour qu'elles ne se sentent pas loin de chez elles. Les communautés qui seront mises en branle à travers les colocan, les comités locaux de la CAN que nous allons installer dans les différentes villes vont avoir cet effet de mobiliser les populations pour pouvoir venir apporter leur concours de supporters aux différentes équipes en fonction des équipes qu'on aura. Vous avez également notre commission mobilisation qui est à pied d'œuvre, qui a une stratégie de mobilisation d'1 million de spectateurs. Voilà, également pour pouvoir apporter tous avec les supporters nationaux. Des éléphants. Et quand on connaît également ce caractère très hospitalier, comme on le dit, l'hospitality qu'on crée au niveau de nos différents stades, ces Ivoiriens-là vont venir supporter. Donc la stratégie, elle est déjà faite. Nous allons l'expérimenter avec les 4 match tests qui arrivent d'ici à la compétition et les 4 match tests également, les matchs officiels, de telle sorte que nous montons en puissance. Et le défi, c'est que aucun match ne se joue avec des gradins vides. Alors, on l'espère. Et ce qui va être un contraste avec nos matchs nationaux, dont les gradins sont malheureusement vides. J'aimerais, il nous reste peu de temps, qu'on revienne sur finalement l'héritage qui sera de cette CAN et cette mémoire qu'on doit essayer de constituer. En parlant de mémoire, on m'a fait comprendre que sous Houphouët-Boigny, lors de la CAN, comme la Côte d'Ivoire avait perdu un peu tôt, il avait rendu les bus gratuits pour motiver les Ivoiriens. Et je voudrais profiter justement de votre connaissance du sujet pour avoir tous ces moments importants, ces souvenirs de la CAN qu'on se crée, qu'elle soit ici ou ailleurs. Ah, effectivement, je pense que votre information est juste. Et c'est pour cela que ce que nous faisons, c'est que premièrement, nous documentons la mémoire de la CAN que nous sommes en train de présenter. Et nous pensons qu'il y aura un accrochage au stade Alassane Ouattara des Bimpé qui va restituer un peu tout. Ça sera un peu le stade des stades. On va présenter tous les stades, mais on va montrer aussi toutes les différentes étapes. Mais on va raconter aussi l'histoire des différentes CAN par des accrochages. La CAN dont vous parlez, 1984, on va la localiser partiellement au stade Houphouët-Boigny, dont on va raconter également l'histoire. Maintenant, on a eu des CAN plus heureuses que celle de 1984, notamment celle de 92.
On pense que Yamoussoukro, du fait que c'est la ville du président Houphouët, a vocation à donner une mémoire globale de cet événement. Korogo, ça sera 2015, San Pedro, ça sera Laurent Pokou, et Bouaké, ça sera le stade de la paix, parce que Bouaké a joué un rôle très important, et notamment lorsqu'en 2006, les éléphants se qualifiaient pour la Coupe du Monde, beaucoup de matchs se jouaient plutôt à Bouaké, où il y avait des flambeaux, des flammes de la paix, etc., etc. Donc nous travaillons globalement à sortir toutes les archives, vraiment les rendre disponibles, les archives publiques, mais aussi les archives privées, personnelles, de manière à ce que, après cette CAN, il soit disponible les éléments les plus substantiels pour construire non seulement une histoire des participations ivoiriennes à la CAN, mais pour construire aussi progressivement une histoire des grands matchs de notre championnat, de notre histoire en football, avec aussi de grandes ouvertures sur les clubs, non seulement ceux d'Abidjan, ceux de l'extérieur. Ceux de l'intérieur, excusez-moi. Monsieur, dernière question, on va gagner la CAN? Oui. Des oui timides, quand même. Oui. Mais c'est ça le mot de la fin. Non, je comprends. Soyons prudents. Comme disait un de mes enseignants, soyez prudents. Allez, on souhaite vraiment beaucoup de réussite à notre magnifique équipe. Et puis, on espère que ce sera une grande fête pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays frères qui seront invités. Merci, messieurs. Avec votre soutien, on va y arriver. Yallah. Merci de votre fidélité. Restez sur RTI. Merci. Merci.